Donc, c'est parti pour comment gérer les devoirs avec vos enfants. J'espère que vous êtes installés confortablement. C'est très important. Vous avez tous eu des journées de travail et là, vous êtes en plus en train de rajouter une couche dans vos exigences. C'est un sujet qui est compliqué. J'ai fait le choix de ne pas vous bombarder de supports à lire ou de théories, mais plutôt j'ai récolté mon vécu, c'est-à-dire 25 ans d'enseignement, ainsi que ce que j'ai vécu dans mon cabinet avec les enfants et les parents. Ce sujet des devoirs, il demande d'abord de se mettre en route sur la motivation. Il est évident que si on veut que nos enfants puissent gérer des devoirs, il va falloir s'occuper de leur motivation. C'est un sujet très compliqué, puisque nous-mêmes, si on n'a pas de motivation, on n'arrive pas à se mettre en route. Puis on parlera des bons outils. Ça, c'est une sélection que j'ai choisie pour que ce soit concret et applicable, et un plan d'action pour apprendre, parce que ça, c'est en général, on va dire, on décide de prendre quoi. À ce propos, je vous propose une prise de notes. Vos enfants sont exactement comme vous quand ils sont en train d'écouter un cours. Ils sont bombardés d'informations et il va falloir faire le tri. Je vous propose donc, si vous le souhaitez, de mettre une feuille en mode paysage ou vous la laissez verticale et de part et d'autre, vous allez faire 3 bulles. Et autour de ces bulles, vous allez, par exemple, pour le domaine de la motivation, écrire les mots-clés, les idées importantes. Et surtout, ceux qui concernent votre famille, parce que vous ne pourrez pas retenir l'ensemble de la conférence. C'est un idéal. Par contre, le projet d'être attentif à ce qui va être important pour votre famille, ça, c'est le plus important. Donc, vous mettez les mots-clés dans les bulles en les classant selon vos envies dans les flèches. Ça, c'est une nouvelle idée de prise de notes, mais ça permet une efficacité par la suite parce que j'ai comme objectif qu'à la fin de la conférence, vous puissiez choisir 3 actions possibles à mettre en place avec vos enfants. Parce qu'en fait, si vous verrez dans la motivation, on doit commencer par des petites choses. Donc, c'est parti. C'est parti. Avant toute chose, avant de vous parler de la motivation, je suis obligée de vous parler de cette illustration du cerveau. Cette partie rouge, c'est mon métier, orthopédagogue, c'est-à-dire s'occuper de savoir comment les enfants fonctionnent pour apprendre. Je ne pourrais pas vous faire une conférence là-dessus, mais on va l'aborder puisqu'on parle de comment on apprend. Mais par contre, je suis obligée de vous parler tout de même de 2 parties du cerveau dont je parle avec les enfants qui nous empêchent d'apprendre. La première, c'est « je mange bien, je dors bien ». Eh bien, figurez-vous que bien manger, la première question que je pose aux enfants, est-ce que vous déjeunez le matin? Je pense que j'ai un enfant sur 2 qui me répond « non, je n'ai pas le temps, non, je n'ai pas l'habitude, non, je n'ai pas faim le matin ». Et pourtant, c'est le départ important. C'est comme si on ne mettait pas d'essence dans une voiture. J'ai l'exemple d'une jeune fille en seconde. Les parents me consultent en me disant « mais vous savez, elle n'est pas efficace, elle n'arrive pas à travailler le soir ». Et quand je me suis mis à lui poser des questions, elle m'a expliqué qu'en fait, le matin, elle n'avait pas le temps de déjeuner. Du coup, elle se faisait une thermos de café et qu'à l'heure du midi, elle mangeait rapidement. Elle ne buvait pas souvent parce que dans la cantine, dans les pots, il y a quelquefois des choses qui traînent. Mais que le soir, quand elle arrivait chez elle, elle prenait un super goûter. Et par contre, là, elle buvait beaucoup. Et elle était embêtée parce que la nuit, elle se levait souvent pour aller aux toilettes. Vous voyez un peu la spirale? Donc, si on ne pense pas à se poser la bonne question, est-ce que nos enfants déjeunent le matin? On part déjà très mal. Et c'est à nous, parents, à mettre en place des nouvelles habitudes. On peut préparer le petit déjeuner la veille, on peut leur demander salé, sucré, mais c'est un bon départ. Et ça, c'est faisable. Et vous savez qu'une bonne habitude, il lui faut 21 jours pour qu'elle se mette en place. Donc, soyez pas découragés. Au bout d'une semaine, ils vont peut-être vous dire « oh non, ça me saoule ». Mais non, on essaie parce que nous, en tant que parents, on veut les équiper. On veut leur donner des bonnes habitudes pour la suite. La tache orange, c'est le cerveau-émotion. Le cerveau-émotion, c'est ce qui va nous embêter toute notre vie, même maintenant. L'exemple, c'est les enfants actuellement sont en réseau, par exemple avec les WhatsApp, et je suis certain que dans les parents qui écoutent ce soir, il y a un des enfants qui est perturbé par des échanges qui ont été faits. Le cerveau-émotion vient impacter les apprentissages. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que parents? C'est un vaste sujet qu'il faudrait une conférence. Mais la première chose, c'est d'abord
de savoir si on arrive à discuter avec eux, nous-mêmes. Si nous, on n'y arrive pas, une personne de la famille qui leur est proche. Et si ce n'est pas encore possible, et bien là, je vous propose de consulter quelqu'un, un psychologue ou autre personne. Il existe un nouveau métier aussi qui gère les émotions. Et là, vraiment, il ne faut pas passer à côté parce que, particulièrement à l'époque du collège, on est très fragile, très, très fragile. Et ça empêche d'apprendre, ça empêche d'être motivé pour faire ses devoirs. Puis, maintenant, on se demande, mais comment on va déclencher la motivation de nos enfants? Parce que vous comprenez que l'école, c'est tout de même pas terrible. L'école, c'est compliqué. Même si pour certains pays, c'est une chance d'aller à l'école, pour eux, il y a vraiment mieux que d'aller à l'école. Donc, on doit se pencher sur ce sujet. Dans un premier temps, ce que j'ai récolté vraiment autour de moi et comme expérience avec les parents, c'est qu'il va falloir les mettre en valeur en dehors de l'école. Je ne sais pas si vous, c'est un peu pareil, mais moi, lorsqu'on me parlait de mes enfants, j'avais souvent référence à leurs résultats scolaires, à leurs notes, aux écoles, comme s'ils n'existaient qu'à travers leurs notes. Les systèmes de pronotes, école directe, ont intensifié, puisqu'en fait, le soir, on va regarder les devoirs et qu'est-ce qu'on trouve? Les notes juste à côté. Et donc, ils ont presque, quand je pose la question à un enfant, est-ce que tu penses que tes parents t'aimeront moins si tu as une mauvaise note? Et il y a un temps d'hésitation. Parce que oui, les notes les font exister. Et figurez-vous que ce n'était pas pareil avant, je le sais. Avant, eh bien, ils avaient une utilité à la maison. C'est-à-dire que quand je discutais avec ma grand-mère, ben, chacun avait un rôle. On préparait un repas, on allait chercher du bois au fond du jardin, on se mettait à avoir des activités. Et moi-même, en tant que maman, mes enfants sont 26 et 24 ans, il n'y a pas encore très longtemps, je leur disais « Non, mais t'inquiète pas, tu peux aller dans ta chambre travailler, je vais m'en occuper de la maison. » Mais non, ça n'est pas une bonne réaction. On doit les voir autrement. S'ils préparent un repas, ben, ils vont être mis en valeur. Et l'autre point, c'est reconnu dans leurs activités. Vous voyez, j'ai une jeune fille en 3e qui me disait « Si je n'avais pas eu la chorale toute l'année, je n'aurais jamais pu passer mon brevet. » Parce qu'en fait, quand elle faisait de la chorale, elle se sentait exister, elle se sentait vraie, elle ne se sentait pas jugée. Et donc, avoir une activité, quelle qu'elle soit, on n'est pas dans la suractivité, mais quelque chose où ils se sentent heureux. J'ai aussi un enfant qui m'a répondu, mais non, mais je fais du tennis, mais c'est parce que maman, quand elle était jeune, elle a arrêté de faire du tennis. Puis en fait, elle m'a dit que c'était mieux de faire du tennis. Non, l'école, c'est difficile, donc les activités, c'est ce qui les ressource. Et tant pis s'ils changent tous les ans. Heureusement, maintenant, on peut revendre notre matériel. Donc, les mettre en valeur en dehors de l'école va déclencher la motivation. L'autre domaine, c'est en leur donnant du sens à l'école. Ça, c'est ce qui est apparu avec le Covid. En fait, c'est tout de même pas mal d'aller à l'école. On retrouve ses copains. On retrouve les bandes de personnes avec qui on se sent bien. Et c'est un petit peu comme dans une entreprise, l'école. En fait, à l'école, comme dans les entreprises, on a des gens avec qui on aime bien être et des gens qu'on n'aime pas. On a des matières, des domaines qu'on aime et des domaines qu'on n'aime pas. Donc, quand ils vont à l'école, ils se préparent à la vie de tous les jours. Après, l'école, c'est aussi un endroit où on peut construire un projet, faire des rêves. Et alors là, constat que je peux avoir, c'est terrible, quand vous demandez aux enfants, est-ce que vous avez des rêves? Eh bien, ils n'en ont pas. Et là, vous pouvez vous alerter, les parents, parce que nous, si on n'avait pas de rêve, eh bien, on ne se lèverait pas le matin. Et ça peut être des rêves accessibles. Ça peut être tout simplement aller marcher ce week-end avec une copine ou pendant les vacances, se déplacer pour aller voir une personne qu'on aime ou des projets beaucoup plus importants, comme un élève me disait, moi, je voudrais être acteur. Et la maman me dit, mais non, mais attendez, acteur, vous voyez bien, il n'y a pas de travail. Mais ça, ce n'est pas grave pour l'instant. Parce que l'objectif, nous, en tant que parents, c'est qu'ils se lèvent le matin motivés pour y aller. Et petit à petit, acteurs, ils vont se rendre compte qu'on peut faire peut-être d'autres métiers ou ça pourra être autrement. Mais l'objectif, c'est de garder la motivation. Le troisième domaine, ça va être de le rendre responsable. Alors là, on touche un petit peu aussi à l'autonomie. Vous savez, la première fois qu'on fait du vélo tout seul, on a une grande sensation extraordinaire. La première fois qu'on va chercher du pain au bout de la rue tout seul, on est tellement fiers. On est tellement motivé de se dire « Waouh, je vais oser le faire, aller au bout de la rue ». La première fois où on nous confie une voiture pour la conduire et qu'on y arrive, waouh. Évidemment, du côté parent, pas terrible, parce qu'on a peur.
Mais pourtant, ça déclenche en eux une motivation et une envie de se dépasser, une envie d'aller plus loin. Donc, leur faire confiance, c'est les aider à être motivés dans la vie et à aller plus loin et quelque part à trouver une motivation dans leurs devoirs. J'ai mis une petite flèche aussi en vous disant, en les aidant à s'organiser. Oui, parce que l'organisation n'est pas innée. Vous voyez bien dans vos familles, il y a des enfants, ils rangent et d'autres pas. On se demande pourquoi. Parce que ça s'apprend. Ça s'apprend. Et ça s'apprend comment? Je vais vous donner des outils après pour l'école pour leur apprendre à s'organiser. Parce que ça, c'est difficile et on n'y pense pas à l'école. Dernier domaine, en trouvant le bon moyen de communiquer. Figurez-vous que quand on rentre le soir, je ne sais pas si certains le font, mais je le faisais. Ça s'est bien passé ta journée? Tu as eu des bonnes notes aujourd'hui? Voilà. C'est un peu comme nous, si on nous attendait en disant « Alors, ça va? Le frigidaire est rempli? Tu as préparé le repas ?» Bon, vous voyez, en fait, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on dit, qu'on tourne 7 fois notre langue dans notre bouche quand on parle avec nos enfants, mais vraiment, parce qu'on ne les a pas beaucoup dans notre journée et ils attendent de nous de pouvoir être plutôt réconfortés, de pouvoir plutôt sentir chez eux un lieu d'apaisement. Et donc, il peut y avoir deux endroits. L'élément déclencheur, c'est qu'est-ce qui fait que quand on leur parle de leur activité, de leurs copains, de leur envie d'aller voir un spectacle, eh bien, ils se sentent heureux. Et qu'est-ce qui fait que ça va les aider, leur avancer? Et là, c'est pour ça qu'il y a une petite bulle où il est marqué même dans l'échec. Parce que les échanges constructifs, ils se font même dans l'échec. Vous savez, quand on vient avec un 4 en maths et que déjà on a eu la honte du prof, la honte des élèves et que les parents nous attendent, c'est compliqué. Et en France, on n'apprend pas à gérer l'échec. Et pourtant, c'est bien expliqué et on commence à y venir que vivre l'échec, c'est comme un apprentissage. En fait, il y a un logo d'entreprise qui est créé, dont je ne peux pas citer, qui est en anglais tombe, mais tombe encore et tombe mieux. Et donc, quand nos enfants vont rentrer avec un 4, on pourra leur poser 3 questions. La première, est-ce que c'est parce que tu as manqué de temps? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas compris la notion? Ou est-ce que c'est parce que tu as été stressé? Mais il ne faut pas les laisser seuls par rapport à leurs notes parce que c'est lourd. Il y a même des enfants, ils voient apparaître une note sur École Directe, ils ne savent même pas ce que c'est. Et nous, en fait, on doit être le modérateur des notes. Ce n'est pas être bisounours, ce n'est pas les protéger, c'est juste les écouter. Et en parlant des notes, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on regarde un bulletin, on balaie du regard tout ce qui ne va pas. Ben moi, je vous propose de regarder le prochain bulletin en regardant au moins 2 choses qui vont bien, fermer le bulletin et en parler avec eux. Comment tu as fait pour avoir une si bonne note? Parce que vous ne savez pas ce qu'ils me disent, les parents, les enfants. Ben, ils me disent, en fait, c'est facile, hein, les parents. Ils mettent tout de suite le doigt sur les mauvaises notes, mais ils ne vont pas nous dire pourquoi on a eu un 16. Eh bien oui. Et en fait, mettre en valeur leur réussite va les motiver, va les aider à faire grandir. Et puis, alors, ça n'avance pas. On arrive sur cette fameuse spirale qui est pour moi la base de la motivation. Vos enfants, il va falloir qu'on trouve quelque chose qu'ils essaient. Par exemple, on va essayer de mettre en place un nouveau rythme de travail le soir pour les devoirs, à savoir travailler 30 minutes, prendre une douche, retravailler 30 minutes. On va réussir, on va être en confiance parce qu'on va avoir fait nos devoirs de manière efficace plutôt que d'être resté pendant 1h30 sans rien avancer, sans motivation. Et là, on va pouvoir redémarrer. C'est un petit peu comme nous si on faisait un gâteau. On fait un gâteau, on n'en fait jamais. On réussit, et bien ça nous redonne confiance et on a envie de refaire un gâteau. Il va falloir trouver des petites pistes pour essayer. Essayer, par exemple, de ne pas faire les devoirs le samedi matin en 3 heures. J'ai des élèves qui me disent « Ah non, mais nous, c'est facile, hein, on fait nos devoirs tout le samedi matin, comme ça, on est tranquille. » Je suis désolée de vous dire, les parents, qu'au bout de 45 minutes, vos enfants vont décrocher, et encore bien avant, puisque les cours sont faits à l'école de 1 heure, justement parce que le taux de concentration, normalement, est de 45 minutes pour un enfant assez mature. Donc, faire des devoirs, ça n'est pas insister sur un temps, mais c'est regarder l'heure et prendre avec eux le temps en disant « On commence une demi-heure, on va s'arrêter quelques minutes et on recommencera après. » Et là, peut-être qu'on va avoir des petites réussites.
on continue. Et on a ce petit slide que j'ai voulu faire sur m'organiser pendant la semaine parce que je me suis rendu compte que l'un des outils de motivation, c'était de pouvoir s'organiser pendant la semaine. La première chose, ne pas leur demander, vous avez vu que mon premier, tout en haut, hein, c'est mes activités. Quelles sont les activités qui vont leur faire plaisir? Combien de temps ça va leur prendre et leur choix? Ayez ce sujet-là quand le week-end arrive. C'est-à-dire, non pas dire quand le week-end arrive, quand est-ce qu'on fait les devoirs? Mais le week-end, c'est fait pour se détendre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire comme activité qui va te faire du bien? Et vous verrez qu'ils ne savent pas forcément y répondre. Et je dis même aux élèves, si vous voulez que vos parents vous lâchent et vous stressent moins, vous n'avez qu'à leur dire, eh bien, je fais du foot de 14h à 16h avec mes copains. Samedi soir, je vais voir une copine et dimanche matin, j'irai dire bonjour à ma grand-mère. Et là, les parents se décomposent, mais vous rajoutez, eh bien, en fait, c'est super parce que je vais travailler de 10h à 11h samedi, de 16h à 17h samedi, et ainsi de suite. Et ils ont calé leur travail. Et la réalité, c'est que si on programme le week-end, en commençant par les bons moments, j'insiste, et après, votre micro, on ne vous entend plus. Allô? Vous m'entendez? C'est bien? C'est bien. Donc, j'étais sur les devoirs du soir en disant que les devoirs du soir, il allait falloir retenir ce thème, PPT, c'est-à-dire poser la question à vos enfants, combien as-tu besoin de temps de pause? Combien as-tu besoin de temps de ton portable? Combien as-tu besoin de temps pour ton travail? C'est non négociable. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Non, mais maman, lundi soir, j'ai rugby, et puis ce soir, j'ai pas trop de travail. » Donc, je vous conseille de prendre une feuille, de l'imprimer avec les jours de la semaine et de mettre en bas, en fonction de leur activité, et discuter ensemble. Écoute, lundi soir, tu as rugby. C'est ton temps de pause. Combien de temps tu vas avoir besoin de ton portable? À quel moment? Ça, c'est non négociable. C'est pas j'ai fini mes devoirs, maman, je reprends mon portable. Et à quel moment? Et quand est-ce que tu travailles et combien de temps? Et ça, on reviendra après avec l'outil agenda qui va nous aider. Donc, je répète, anticiper en définissant avec les enfants le temps de travail. Ça, par contre, ils ont besoin de vous parce qu'ils ne savent pas jauger combien ils vont avoir besoin de temps au départ quand on est en 6e, en primaire, pour pouvoir savoir quelle est la priorité, par quoi on commence. On reviendra après avec les outils. J'ai mis une petite flèche mes synthèses. Pourquoi? Ça, c'est un peu pour les plus grands. Parce que pour apprendre, je peux vous mettre en appétit, mais pour apprendre, il y a 5 gestes. C'est comme un sport. Et ces 5 gestes, je vais vous les dire, même si c'est bien théorique. Même, vous pouvez les retrouver sur mon site qui s'appelle apprendreoui.com. Vous le verrez affiché à la fin de la conférence. Ainsi que sur ce site, il y a toutes mes ressources que vous pouvez aller consulter. Et dans donc, ce site, j'insiste donc sur le fait d'apprendre qui nécessite 5 gestes. C'est comme un sport. Le premier, c'est être attentif. Le deuxième, c'est mémoriser. Le troisième, c'est comprendre. Le quatrième, c'est réfléchir. Et le cinquième, c'est l'imagination. Dans mon métier, je vais observer ces 5 domaines avec les enfants. Pour vous, parents, ce qu'il faut savoir, c'est que pour apprendre, moi, je parle simplement de 3 piqûres. C'est-à-dire que pour apprendre un cours, il faut d'abord aller regarder les choses importantes. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans un cours? Est-ce que c'est les définitions, les dates, les exemples, les plans? On n'a pas le temps d'en discuter, j'aurais tellement aimé vous avoir à côté de moi. Mais la seule façon de retrouver ces idées organisées, ce sont les plans. Première chose à apprendre, un plan que l'on peut redire à sa manière, dans lequel, après, par la suite, avec un autre fluo, on va souligner les mots-clés. Le plus difficile pour les enfants, trouver les mots-clés, ça s'apprend.
Et donc, faire une synthèse, c'est ce que j'appelle la deuxième piqûre. La première piqûre, c'est retrouver les choses importantes du cours. La deuxième, c'est dans la semaine, réécrire à ma manière le cours. Je dis bien à ma manière, avec mes propres mots. Ça s'apprend. Et la troisième, c'est l'apprendre. Donc, ça nécessite de s'organiser parce que oui, quand on a une matière difficile avec beaucoup de contenu, évidemment, ça ne peut pas être la veille pour le lendemain, comme tout exercice de mémorisation. Pour finir avec ces 5 gestes pour apprendre, je passe donc à ma dernière flèche rouge, verbaliser avec ma famille. Pourquoi ? Parce que dès que vous aurez pris le temps à table le soir, moment très important, vous coupez vos portables. C'est l'exemple que vous montrez à vos enfants, autrement ils ne pourront pas vous écouter lorsque vous allez demander de le faire. Et puis là, je vous propose de faire ce qu'on appelle les kiffs de la semaine. Ça va leur plaire. Alors, le kiff de la journée, qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée et qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Pour les primaires, on peut le faire au moment du coucher parce que les soirées sont bien timées. Pour les plus grands, à table, il faut se débrouiller pour que l'univers de nos enfants soit un petit peu plus doux que la réalité de ce qui les entoure et qu'on puisse visualiser les belles choses de la journée, les belles choses pour pouvoir après reprendre un nouveau souffle. Donc, on a passé cette histoire d'organisation dans la semaine. Voilà. Alors, passons à notre deuxième partie, les bons outils. Les bons outils pour gérer les devoirs. Je vais vous surprendre et bien vous embêter parce que je vais vous parler de quelque chose qui est assez surprenant, qui est l'agenda. Je vais faire marche arrière. En fait, le premier outil qui va permettre de bien gérer les devoirs, ça va être l'agenda. 80% des agendas qui sont vendus dans les librairies sont des agendas jour par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mardi, un enfant va écrire pour vendredi ses devoirs. Il va être très courageux, c'est-à-dire que ce soir, s'il veut faire ses devoirs, il va tourner 1 page, 2 pages, 3 pages. Et alors, si c'est la semaine prochaine, on n'en parle pas. Sans compter que lorsqu'on écrit les devoirs, on les écrit très vite à la fin du cours et qu'il faut trouver la bonne page. Avez-vous déjà vu un adulte avec un agenda page par page ? Pas beaucoup. Donc, je me suis penchée sur ce sujet depuis des années parce que ce qui m'a sauvée, moi, à l'école, élève qui avait beaucoup de mal à apprendre, c'est l'organisation. Et donc, quand j'ai eu mes élèves, je me suis dit, il va falloir les équiper. Et j'ai donc testé les agendas avec toute la semaine devant les yeux. Bien m'en a pris car j'ai tout de suite vu la différence. Tout de suite vu. Et maintenant, dans mon nouveau métier, j'ai l'incroyable surprise de me rendre compte qu'il y a des écoles qui ont leur propre agenda qu'ils construisent eux-mêmes parce qu'ils ont trouvé et ils ont compris que c'était le bon outil pour que les enfants puissent s'organiser. Et puis des écoles qui malheureusement n'ont pas le temps. Et ça a été l'objet d'une motivation pour moi cette année. Au cours d'une des conférences, j'ai eu un éditeur qui était là, qui m'a proposé d'écrire un livre qui ne saurait tarder, qui va bientôt sortir dans 1 mois. Mais j'ai préféré privilégier cet outil facile, moins de 10 € parce que je voulais que ce soit accessible à tout le monde et que ça puisse aider les parents. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a toute la semaine devant les yeux, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ce que vous avez, vous pouvez prioriser et voir les choses importantes, premièrement. Deuxièmement, dans cet agenda, tout au bout de l'agenda, dans celui-là, vous reportez l'emploi du temps. Par exemple, lundi, j'ai maths en première heure, français en deuxième heure, anglais et ainsi de suite. Ce qui fait, comme un élève que j'avais ce matin, qui était en seconde, il me dit, mais en fait, je ne connais pas parfaitement mon agenda. On est tout de même en novembre, il est en seconde. Alors, je lui dis, tu sais ce qu'on va faire ? On va le reporter, ton agenda. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, les feuilles d'agenda qu'on distribue, c'est un peu compliqué. Semaine A, semaine B, et ainsi de suite. Donc déjà, il faut prendre un temps pour recopier cet agenda avec ses couleurs, avec son mode de fonctionnement, et s'en emparer pour qu'on puisse dire la journée du lundi, eh bien oui, j'ai maths et j'écris mes devoirs
lundi, dans la première case, et ainsi de suite. Et quand mon week-end arrive, je peux visualiser les priorités. Je peux aller voir. Et c'est quoi la priorité dans l'agenda? Eh bien, vous savez, pour les enfants, ce sont les exercices. Ah oui, parce qu'en fait, des exercices, quand on les a fait, on est un bon élève. Bien sûr, c'est important. Mais le plus important dans l'agenda, bien sûr, ça va être les évaluations. Parce que les évaluations, on ne peut pas les changer. On ne peut pas les bouger. C'est ce qui va les taguer, on va dire, qui va leur donner leur moyenne. Donc, dans cet agenda, il va falloir savoir s'organiser en priorisant. Et pour revenir, vous voyez sur l'agenda, tout en bas, on va choisir une chose dans laquelle on va s'avancer. Alors là, je vais choquer certains parents puisque dans l'idéal, il faudrait revoir tous les cours de la journée, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va leur dire. Mais pour moi, c'est un objectif inatteignable. Inatteignable et incompréhensible pour l'instant parce qu'on leur en demande de trop. Et donc, je leur propose en bas d'écrire une matière dans laquelle ils veulent s'avancer. Et souvent, il faut choisir la matière qui nous a paru le plus dure. Et cahier fermé, se dire, qu'est-ce qui me reste du cours? Un mot, une chose écrite au tableau. Et après, ouvrir son cours et essayer de comprendre. Si on ne comprend pas, utiliser les outils comme YouTube où on regarde des vidéos en accord avec les parents, où on réexplique les cours. Mais ne pas laisser cet éléphant immense grandir en disant « j'ai rien compris de ce cours ». Donc, prioriser, s'avancer. C'est l'outil agenda qui va permettre de le faire. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé des 3 piqûres. Eh bien, on va pouvoir les placer en bas en disant « ah oui, là, je vais voir mon cours ». Et puis mercredi, je vais le réécrire à ma manière. Et comme ça, vendredi, je n'aurai plus qu'à l'apprendre. Donc, pour moi, outil primordial. Si vous pouvez en chercher dans des librairies, sauf que ça n'existe pas pour l'instant de la manière dont je vous l'ai présenté. Je ne gagne pas ma vie grâce à cet agenda. Si je vous disais ce que je gagne, vous seriez désespérés. Mais j'ai la foi en cet outil parce que je vois que ça marche. Si vous vouliez le commander, j'ai mis un mode d'emploi. Il suffit d'aller sur mon site apprendreoui.com. Vous photographiez à l'instant cette image que vous avez, comme ça, ce sera facile. Il existe dans les librairies, soit, mais ils n'ont pas beaucoup de stock dans la mesure où on est déjà avancé dans l'année. Voilà, je ne parle plus de l'agenda, ce sera à vous d'en décider avec vos enfants. Passons maintenant à l'organisation donc pratique. L'outil, je rentre le soir. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai mis l'exemple en rentrant du lycée. Première chose que je fais, mais c'est pareil pour le collège et le primaire. J'ouvre mon agenda et je définis mon emploi du temps de ma soirée. Vous vous souvenez? PPT, d'accord? Avec une heure de début et une heure de fin. Alors là, je vais insister sur l'heure. Figurez-vous que les enfants ont de moins en moins notion du temps. Parce qu'en fait, leur montre, ça n'est plus du tout essentiel. Vous savez où ils regardent l'heure? Sur leur portable. Catastrophe. Quand on regarde l'heure sur son portable, vous savez ce qui se passe. Si par exemple, moi, à l'instant, je regarde l'heure sur mon portable, je suis perdue. Je ne sais même pas si je vais retrouver les mots que je vais vous donner. Donc, ne demandez pas à des enfants de pouvoir travailler, bien sûr, avec un portable à côté d'eux. On en parle après. Mais il serait intéressant de discuter avec eux de là où ils regardent l'heure, un petit réveil dans la chambre, une montre. Et la montre, si on ne veut pas la mettre, on peut la mettre dans sa trousse parce qu'on l'a toute la journée. Et au lieu de demander l'heure aux copains et de se faire attraper par un professeur, au moins on a la possibilité de gérer son temps. Quand on a ouvert son agenda et défini un peu le déroulement de sa soirée, évidemment, on goûte. Et puis, là, dans l'idéal, on refait sa journée. C'est-à-dire qu'on repense aux matières qu'on a eues et aux idées qu'on a gardées. Parce que là démarre la mémoire à long terme. Puis, j'étais obligée de parler dans les outils du bureau. Parce que le bureau, figurez-vous que cette petite Clara, elle avait l'habitude de travailler avec beaucoup de choses autour d'elle. Et je lui ai proposé, en venant me voir, de n'avoir qu'une feuille devant elle. Et je lui ai demandé si c'était mieux. Ah, elle me dit oui, vraiment. J'ai l'impression que c'est plus facile. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la neuroscience. C'est que si vous dégagez le bureau bien et que vous laissez l'enfant qu'avec une feuille, il va apprendre mieux. Autre proposition, vous prenez une feuille blanche. Moi, j'aime les plastifier parce que c'est un outil de travail. Et l'enfant va déplacer sur son cours la feuille
pour que le cerveau ne soit pas saturé pour apprendre. C'est-à-dire que c'est plus facile pour lui de se dire « Ah, je n'ai que ça à apprendre ». Et en plus, il peut l'utiliser en cachant et en vérifiant dans sa tête si on a l'information. Autre constat, si vous demandez aux enfants « Comment tu fais pour apprendre ?» Ils lisent, ils relisent le cours. Je suis désolée de vous dire que non, ce n'est pas ça apprendre. Apprendre, c'est prendre l'information pour soi. C'est lire, cacher avec une feuille ou lever la tête, se redire à sa manière les choses et revalider sur ce qui est écrit pour regarder si on a compris. Donc, un bureau bien dégagé. Ce bureau, j'ai été obligée de faire ce petit schéma pour vous dire que ce n'est pas non plus le bureau, vous voyez tout en haut, je différencie l'espace de travail de l'espace de loisir parce que si vous mettez devant le bureau des photos de vacances, des posters de foot, il y a grande chance que la tête de l'enfant soit attirée par autre chose. Alors une jeune fille m'a dit « Oui, mais alors c'est la déprime, ça veut dire que dans ma chambre, je n'ai pas de déco. » Il n'y a aucun souci, mais pas devant le bureau. Non, on ne doit pas être déconcentré. Il faut une place nette, vous voyez mon autre flèche, avec un bon équipement, une lumière qui est bien placée. J'insiste sur la dernière flèche tout en bas, le matériel. Bien sûr, vous devez être catastrophé entre les crayons qui disparaissent, les gommes qui sont mordues, voilà, les pots de crayon, le pot de crayon. Vérifiez qu'ils aient juste de quoi écrire. Et j'insiste sur la bouteille d'eau. Pourquoi ? J'ai tout à l'heure insisté sur l'équilibre alimentaire. Ce n'est pas moi non plus qui le dis, c'est la neuroscience. Pour être attentif, il faut hydrater le cerveau. Donc, petit conseil, une gourde dans le sac à dos, c'est vraiment facile. On la remplit au moment où on remet ses cahiers et ça va permettre une meilleure attention. J'aime le petit cahier de brouillon sur le bureau parce que ça évite quand on doit aller sur le portable pour regarder quelque chose qu'on ne comprend pas ou demander aux parents et perdre du temps parce qu'on n'est pas forcément disponible. Sur ce cahier de brouillon, poser des petites questions ou écrire ce qu'on n'a pas compris. Et j'arrive sur cette dernière flèche qui va tous nous fâcher, gérer le portable. J'ai un conseil à donner. Gérer le portable. Si vous voulez vous en sortir, vous avez déjà la preuve devant vous. Si vous avez votre portable à côté de vous là maintenant et que vous avez en temps d'écouter en même temps sur un ordinateur, vous êtes à moitié sur le portable. La seule façon de s'en sortir, si vous voulez être efficace, c'est de mettre le portable toujours au même endroit, non visible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le portable est à côté de l'enfant, soi-disant parce qu'il va regarder le WhatsApp des devoirs ou le mail du professeur, il est foutu. C'est pour ça que j'ai créé cette slide en disant bien choisir son outil de travail. Ce jeune qui est en première année de droit, en fait, avant, il travaillait avec multiples outils. C'est-à-dire qu'il trouvait que son portable pouvait lui apporter quelque chose, son ordinateur et ainsi de suite. Et en fait, il était connecté avec tous ces réseaux. Et il a bien fait le choix, comme peuvent faire vos enfants, c'est-à-dire le portable, c'est un élément pour les moments de détente, pour les réseaux sociaux, les copains. Et la tablette ou l'ordinateur, c'est mon outil de travail. Ça va être la seule façon de s'en sortir pour délimiter leur temps entre les moments de détente et le travail. Donc, bien négocier à quoi sert le portable. Puis, nous aurons, cet outil. Dans les outils importants que j'ai sélectionnés, ça va vous faire peut-être rire. Vous voyez, il y a des nouveaux cahiers qui ont été créés et au bout de ces cahiers, on a mis des protège-cahiers transparents. Alors, ça nous paraît formidable parce qu'en fait, les élèves peuvent garder leurs évaluations, mettre leurs feuilles volantes, ouvrir leur cartable et constater actuellement, nous ne sommes qu'en novembre, déjà la quantité de feuilles qui traînent. Donc, ils s'en vont avec un cartable qui est déjà lourd, avec un sur-cartable avec des feuilles en plus. Donc, dans les outils nécessaires, il y a le trieur. Sur ce trieur, vous allez leur apprendre à mettre onglet, évaluation, feuille volante, onglet, maths, évaluation, feuille volante, maths, et ainsi de suite. Et décoder le professeur, à savoir, est-ce que c'est un professeur qui donne beaucoup de feuilles ? Dans ces cas-là, on va les mettre là.
Leur expliquer que les évaluations, c'est intéressant de les garder parce qu'à un moment donné, le professeur, il est toujours en train de faire le même style d'évaluation. Et c'est intéressant d'aller voir les évaluations. Dans quoi on n'a pas su répondre la fois dernière. Donc, le trieur, c'est un outil indispensable tout au long des études. Alors, on est parti pour notre dernière petite partie, le plan d'action pour apprendre. Je bois juste parce que ça hydrate mon cerveau et ça va me permettre d'être plus concentrée et performante. Alors, avant mon cours, avant le cours, il faut en effet que l'élève se prépare. On en a parlé, le petit-déj, je fais notion du petit-déj, je fais notion du cartable bien préparé, je fais notion de la journée que j'ai dans ma tête revisitée pour voir dans quel cours j'ai et ce qui va se passer. J'ai demandé tout à l'heure à un élève, tu as eu quoi en maths ce matin? Je ne sais pas. En fait, je pense qu'on a parlé de chiffres et de virgules. D'accord? S'il y a un titre, ça serait intéressant. On revisualise et on se prépare pour sa journée. La bouteille d'eau, le bon petit déjeuner et le matériel adapté. On est avant le cours. Et puis, après mon cours, les bonnes conditions. Ah, peut-être comme ça. Le portable. Le portable non visible, vous êtes d'accord? À quel moment? J'ai insisté aussi sur ce casque anti-bruit. Posez la question à vos enfants. Est-ce que le bruit te dérange? Il y a des enfants qui savent travailler avec un bruit de fond et d'autres pas. Il y a même des enfants qui savent écouter de la musique. C'est bien dérangeant pour nous les parents. On y reviendra après sur le fonctionnement de certains enfants qui ont besoin d'avoir du bruit. Il y a des bruits qui dérangent et d'autres pas. C'est une conversation que vous devez vraiment avoir avec eux. Et le casque anti-bruit est une solution, même pour l'avenir, de toute façon, de s'isoler pour avoir une attention beaucoup plus efficace. La montre. Pourquoi la montre? Parce que la montre, c'est la gestion du temps. Et quand on se met à travailler, on peut délimiter notre temps de travail. Puis, on aura repérer les choses urgentes dans l'agenda. Et mon dernier côté de slide, que je ne vois pas forcément, mais ce n'est pas grave. J'ai oublié sur le côté le dernier slide. Vous m'entendez, Apolline? Vous voyez retrouver les 3 choses importantes. Voilà, très bien. Merci, Apolline. En effet, l'efficacité du cours après, c'est quand je rentre dans un cours, exactement ce que je vous ai dit au début de la conférence, sélectionner 3 choses importantes que je vais garder. Ça, c'est le départ de la mémoire à long terme. Et puis, cette petite synthèse dont on a parlé, c'est je vais rechercher mon plan, je vais rechercher les mots-clés. Alors, aider les enfants dans leurs devoirs. J'ai essayé de me pencher un petit peu là ces jours-ci, des questions qu'on pourrait leur poser ou vraiment ces sujets. Est-ce que c'est difficile de s'y mettre ou de travailler 30 minutes? Posez leur question, cette question-là. En fait, ils vont tous vous répondre, mais c'est difficile de s'y mettre, bien sûr. Donc, plus on va avoir une pause longue et plus on aura du mal à s'y mettre. Donc, une fois qu'on s'y est mis, en fait, c'est facile de travailler. C'est ça qui va être le déclencheur. Comment je vais m'y mettre le plus rapidement possible? Ne pas uniquement réciter par cœur. Alors, figurez-vous que l'école, pour eux, c'est apprendre et restituer à l'identique. On a un petit peu été formaté par l'école primaire où on pense que on est un bon élève si on restitue le cours à l'identique. Et pourtant, lorsqu'on augmente, lorsqu'on passe de classe et qu'on arrive au collège, on se rend bien compte que, non, ce n'est pas réciter par cœur, c'est plutôt être capable de redire avec mes mots. Et ça, nous, en tant que parents, si on peut privilégier cet axe-là, parce qu'en fait, ça va leur permettre de rentrer dans la compréhension et dans la capacité d'argumenter par la suite. Bien sûr qu'il y aura toujours les définitions à apprendre par cœur. Et là aussi, il y a un mode d'emploi. Je l'ai mis dans mes ressources sur mon site. Comment apprendre une définition si on ne souhaite pas apprendre par cœur? Je vous ai parlé des 5 gestes tout à l'heure. Il y a des enfants qui ont une dominante de mémorisation, c'est-à-dire que pour eux, mémoriser, c'est suffisant. Et ils n'auront pas du tout envie d'aller s'entraîner dans des exercices ou d'appliquer. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et il y en a qui vont vous dire,
Ah non, mais c'est bon, la formule, j'ai compris là. Et quand ils arriveront le jour de l'évaluation, en fait, manque de chance, elle n'aura pas été mémorisée. Et c'est pareil, cette étape-là, elle est indispensable. Mais ça donne quoi dans les devoirs? Si vous voyez qu'un enfant n'a pas encore appris sa formule et qu'il préfère commencer par les exercices, laissez-le faire. Par contre, validez qu'à la fin, il puisse savoir sa formule. Dernier slide, dernier petit point, accepter qu'il bouge pendant l'apprentissage. Alors là, on est sur une planète vraiment nouvelle. De notre époque, on a tout de même bien entendu, assieds-toi, arrête de bouger et tu vas être concentré. Eh bien, c'est terminé. Je ne dis pas que tous les enfants sont comme ça, mais ma propre explication est que le numérique et les images existent tellement dans notre monde que les cerveaux des enfants ont bougé. Et de nos jours, les enfants n'apprennent plus de la même façon. Première question que vous pouvez leur poser, où vous vous en rendez compte tout de suite. Quand tu apprends une poésie, est-ce que tu as besoin de tourner autour de la table et de bouger? Oui. Quand tu apprends ton cours, est-ce que c'est mieux quand tu bouges ou pas? J'ai des élèves qui apprennent avec une balle et qui dribblent. J'ai des élèves qui apprennent en faisant du trampoline. Ces élèves-là, vous, parents, permettez-leur d'avoir dans leur trousse des petits objets en cours qui vont permettre de soulager parce que quand ils font ça, ils soutiennent leur attention. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en mouvement, ça leur permet d'être plus concentrés. Donc, je leur propose un outil pédagogique dans leur trousse, c'est-à-dire pouvoir avoir un rouleau de scotch que l'on peut tourner, une clé USB qu'on actionne, de la pâte à fixe. Évidemment, on ne peut pas ramener des objets trop volumineux parce que ça dérange les autres. Mais voilà, quelquefois, ils crayonnent sur leur cahier. Les cahiers se transforment en brouillon. J'ai des élèves, on a décidé comme plan d'action de mettre la page de gauche, l'endroit où on se concentre en crayonnant, et la page de droite où on a un cours qui est écrit parfaitement. Donc, observez vos enfants sur ce domaine-là parce que ça va les aider pour leurs devoirs. Mais en ce qui concerne le déroulement de la soirée devoirs, ne leur demandez pas de rester assis. Ce sont des enfants qui sortent de leur boîte. Vous voyez ces petits bonhommes-là qui sont enfermés dans les boîtes et pouf, ils sortent d'un coup. Eh ben, ils ont toute la journée été dans l'école, dans leur classe, complètement compressés. Et donc, quand ils sortent le soir, pouf, ils ont besoin de sortir. Donc, on peut apprendre en bougeant, en effet. Oui. J'ai voulu faire ce slide sur l'organisation des vacances. Pourquoi? Parce que ça concerne les devoirs. En fait, toujours ce même sujet. Quand est-ce que tu fais tes devoirs? Et ça plombe les vacances, et ça plombe tout le monde. Eh bien, dans ces cas-là, on revient à ce que j'ai déjà dit. On va commencer par observer les vacances, planifier les bons moments, surtout pas parler des devoirs, d'accord? Eh bien, moi, je vois mes cousins tel jour, on part en vacances tel jour. Puis, nous, parents, observer leur charge de travail qu'ils verront apparaître sur toute la semaine et la répartir et leur poser la question, tu préfères travailler quand? En fin de matinée, en début d'après-midi, le soir? Ben non, moi je préfère en début d'après-midi. Ok, on le note, 1 heure là et ainsi de suite. Et on répartit. Et là, c'est un contrat de confiance qui commence, qui est exigeant, puisqu'en effet, on aura toujours envie de ne pas le faire, mais qui vaut le coup d'être vécu parce que les enfants vont se rendre compte qu'ils vont avoir des bonnes journées et qu'ils ne vont pas toujours avoir derrière eux l'esprit occupé par les vacances, par les devoirs, pardon. Je propose d'imprimer, vous trouvez sur Internet facilement une feuille comme ça de la semaine, si on n'a pas l'agenda, où en effet, on va mettre les moments de détente, les pauses où on peut s'arrêter et le travail indiqué, planifié avec eux pour qu'ils puissent gérer. Parce que, encore une fois, l'organisation, ça n'est pas inné dans les devoirs. Comment planifier mes priorités? Alors ça, je me suis amusée parce qu'en fait, vous voyez, les devoirs, c'est comme un éléphant, mais par quoi on commence? J'ai un élève qui m'a dit, oh là là, Nia, il me dit, j'ai mes 4 chapitres qu'est-ce que c'était? D'histoire géo à réviser. Et franchement, je ne sais pas par quoi commencer. Et il y en a un, alors par où commencer? Il y en a un qui m'a dit, alors il m'a répondu, ça n'a pas d'importance, moi en fait, je commence par l'histoire géo parce que
Bah, demain, on verra en fait. En gros, cet élève, il va faire de l'histoire géo toute la soirée. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas où il s'en va. Il ne sait pas combien de temps. Il y va, lui, par son feeling. Et on ne peut pas commencer que par la patte de l'éléphant parce qu'il reste tout le reste. Et puis après, il va y aller dans l'affectif. Moi, en fait, c'est plutôt les maths et la physique que j'aime, donc je vais commencer par ça. Eh bien non. Et c'est pour vous mettre en valeur qu'à leur âge, définir des priorités, c'est difficile. Et ça s'apprend. Tu vois, par exemple, tu as des maths à faire. Tu penses que tu en as pour combien de temps? Une demi-heure. Très bien, on va les mettre là. Ta moyenne, elle doit augmenter dans quoi? Plutôt en français. D'accord. Donc, combien de temps on pourrait prendre? Et ça, par contre, ça s'apprend. Et c'est là où on peut être vraiment un pilier pour eux. Alors, petite dernière, on est dans les derniers slides pour vous soulager parce que vous voyez, là, vous commencez à fatiguer, exactement comme nos enfants. On a un temps limité de concentration et on a besoin de savoir quand est-ce que ça va se terminer, exactement comme quand ils commencent leurs devoirs. Quand vous commencez les devoirs, on doit savoir à quel moment ça va s'arrêter. C'est pas se dire on fait les devoirs jusqu'au bout. Non, parce qu'on va être soulagé, mais pas du tout, ça va finir en conflit. Donc, anticiper son emploi du temps. Oui, vous avez compris, c'est en l'anticipant qu'on va bien le vivre. On va définir le temps de travail le soir, la règle des PPT. On va le répartir sur la semaine. J'ai voulu marquer ça, sortir une fois dans la journée. On rentre dans l'hiver. Il y a des enfants, je ne sais pas s'ils marchent 5 minutes dehors. Avant de faire cette conférence, j'avais une journée aussi chargée avec plein de travail. Je suis tout de même sortie 10 minutes. J'ai tout de même fait un tour de pâté de maison parce que je savais que ça allait améliorer ma concentration et mon efficacité. Donc, je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a des enfants qui s'enferment dans leur chambre sous prétexte qu'ils travaillent, mais on doit avoir, nous, comme attitude de leur demander de sortir une fois dans la journée pour faire une course, pour aller poster une lettre, pour faire un tour de trottinette, pour promener le chien. Mais on doit trouver exactement un exemple, on va dire, pour qu'ils puissent avoir la motivation de sortir. Vous avez bien compris que définir le temps d'écran, ça vaut aussi une conférence, mais on ne peut pas partir à l'aventure sans avoir négocié ce temps d'écran qui est défini. Je conclus par ces 2 slides-là. Je vais vous raconter un exemple. J'ai un papa médecin qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'ai mon fils en terminale. Il n'aura pas son bac, mais il paraît que vous pouvez les aider. Donc moi, l'objectif, c'est juste qu'il continue à aller en cours. Bon, j'ai pas de souci. Je reçois le petit Baptiste, le grand Baptiste, qui au bout de la 3e séance, un jour me dit, comment ça s'est passé ce week-end, les devoirs, ton travail? Et il me répond, c'est assez sympa parce que papa, il a accepté de faire des devoirs avec moi. Et vous ne savez pas, j'ai vu dans les yeux de papa que je pouvais avoir mon bac. Et là, j'ai regardé Baptiste et je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu en penses? On peut l'avoir? Il m'a dit, oui, je crois. Vous n'allez pas me croire, il l'a eu. Et ça veut dire quoi cet exemple? Ça veut dire que nos enfants sont des éponges et que si vous leur montrez que ce n'est pas possible, qu'ils ne vont pas y arriver, que vous n'en pouvez plus, si vous êtes à bout, il vaut mieux déléguer, il vaut mieux demander à quelqu'un de le faire à votre place, se partager entre un peu papa, un peu maman, un peu une autre personne, prendre rendez-vous avec le titulaire de l'école pour expliquer. Mais ne rentrez pas dans ces conflits qui n'en finissent plus et surtout qui vont faire que vos enfants, ils vont voir dans vos yeux que vous êtes découragés. Et surtout, vous savez, les enfants, ils ont besoin qu'on croie en eux, mais ce sont aussi, comment vous expliquer, des éponges. Donc, ils vont avoir peur de vous décevoir. Ça va les rendre tristes. Et donc, on cache. Et donc, on ne montre pas comment on est tellement malheureux à l'école. Donc, nous, le rôle de parent principal qu'on peut avoir dans l'accompagnement des devoirs, c'est les encourager. C'est avoir confiance en eux. C'est les guider. C'est pas s'arrêter sur les notes. C'est certainement pas relever tout ce qui ne va pas. J'ai Antoine de la Garandrie et la personne qui s'est occupée de la gestion mentale. Vous pouvez aussi aller voir sur mon site. C'est quelqu'un avec qui
qu'elle est un pédagogue, professeur qui a beaucoup travaillé dans les années 2000 pour aider les enfants et qui est sûre d'une chose, et j'en suis certaine, et c'est ma vocation première, c'est que dans chaque enfant, vous avez une intelligence, une sensibilité de la vie. Et nous, on doit la mettre en valeur pour qu'ils apprennent à la communiquer et qu'ils trouveront leur place quelque part, c'est certain. Et c'est nous qui devons y croire. C'est terminé pour moi. Vous avez mon site qui est écrit pour aller vous aider. Vous avez mes coordonnées pour poser vos questions. Et j'espère que maintenant, vous n'êtes pas sur les genoux, mais que vous allez pouvoir prendre un fluo bientôt et dans votre prise de notes, sélectionner 3 thèmes, 3 idées que vous pourrez mettre en place dans vos familles. Merci. Merci beaucoup Sophie, merci, c'était vraiment très intéressant et aussi très concret. Donc je pense que voilà, c'est important, tout le monde a certainement des choses à passer au stabilo en effet. Alors on a une première question, alors donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans la conversation, si vous avez des questions à poser sur les quelques minutes qui nous restent. Donc une question sur le temps qu'on a évoqué ce soir. Comment définir le temps minimal, le temps maximal de travail pour nos enfants? Très bien, très bonne question. Puisqu'on ne peut pas comparer un enfant à un autre. On ne peut pas comparer un enfant de primaire à un enfant de lycée. Donc, tout dépend premièrement de la classe dans laquelle il est. Deuxièmement, de ses capacités à se concentrer. Vous avez déjà vu dans votre propre couple que nous ne sommes pas égaux. Donc, en observant à partir du moment où il décroche, et quand il décroche, c'est souvent un regard qui s'en va, c'est souvent un mouvement, on est capable de dire, vous allez être étonnés, j'ai déjà vu des enfants en collège pour lesquels c'était un quart d'heure. C'est vrai que ça nous fait peur parce qu'un quart d'heure, on ne peut tout de même pas faire les devoirs tous les quarts d'heure. Mais il y a changement, c'est-à-dire vous pouvez très bien faire pendant un quart d'heure une sorte de devoir, et pendant une autre sorte de devoir. Il y a aussi des manières différentes de faire des devoirs. Je n'ai pas parlé de ça, mais on peut très bien avoir un tableau dans sa chambre. C'est un moyen de savoir si on sait ses leçons. Et ça change. Au bout d'un quart d'heure, au lieu d'être assis, on se lève et on utilise son tableau pour mettre des mots, pour réciter à sa manière, pour varier en fait. Le temps, il est défini en fonction de la capacité de l'enfant à se concentrer et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais vous devez le voir, vous allez l'apercevoir. Très bien, merci beaucoup déjà pour cette première réponse. Alors, j'ai une autre question sur le portable. Vous dites de mettre le portable de côté. Nos collégiens ont une tablette par l'école. C'est vrai que certaines écoles ou collèges ont mis en place le travail par la tablette et ont la majorité de leur travail à faire dessus. Comment les aider à ne pas se laisser disperser par leur tablette? Alors, déjà, l'outil tablette, c'est l'outil école. Donc, on n'a certainement pas dessus WhatsApp ou Snapchat et ainsi de suite, parce que ça évolue très vite. Donc, OK, on est obligé de se plier aux conditions de travail. J'ai mon outil de travail tablette pour aller chercher des informations, des cours, des mails que les professeurs envoient. Alors, le groupe classe, c'est à négocier. Le groupe classe, est-ce qu'on le laisse sur la tablette ou est-ce qu'on le met sur le portable? C'est à voir quelle ampleur et quel âge ils ont. J'espère avoir répondu à la question. Après, une autre question, du coup. Alors, voilà, les questions s'enchaînent. Alors, j'ai loupé la question d'avant qui était par rapport à l'échec qui est important. Comment à la fois apprendre aux enfants à revenir sur leurs erreurs et ne pas pour autant relever ce qui ne va pas? Comme indiqué à la fin, pour donner confiance, pour ne pas entamer la confiance. Donc quand même, affronter les erreurs, c'est vrai qu'on peut avoir peur d'affronter son erreur, son échec, du coup ne pas vouloir, par exemple, relire une évaluation ratée, par exemple, très concrètement, alors que c'est là qu'on va peut-être trouver la solution pour ne pas reproduire les erreurs. Voilà. Comment apprendre aux enfants à revenir sur leurs erreurs et ne pas pour autant relever ce qui ne va pas, le négatif. Très bien, c'est aussi une question très intéressante, puisqu'en effet, si on se penche sur ce qui ne va pas dans les évaluations, on a plutôt un discours négatif. Avant même de regarder l'évaluation, il va falloir repasser par ces 3 questions. Est-ce qu'il t'a manqué du temps? Est-ce qu'il t'a manqué quelque chose que tu n'as pas compris? Ou est-ce que tu as été stressé?
Il va peut-être vous répondre, je ne sais pas, parce que c'est d'abord une question à la fois. Hein. Et premièrement, la première chose que nous, en tant que parents, on va aller faire, on va l'ouvrir et on va aller regarder ce qu'il a réussi. C'est difficile parce que ce n'est pas notre instinct, mais on va aller regarder. Bah, regarde, tu as répondu ce mot, mais dis donc, tu t'en es bien sorti. Et puis, ah bah c'est dommage, tu avais tout de même écrit la formule et parce que ton raisonnement n'est pas bon, tu as ça. En fait, notre discours, il doit être construit en termes positifs. Je sais que c'est difficile, mais vous verrez, c'est tellement gratifiant pour l'enfant qu'il va accepter d'aller voir ses erreurs. C'est exactement pour nous. Hein. Vous savez, moi, j'ai un mari qui aime bien que je cuisine, mais en général, à la fin des repas que je faisais, il me disait « C'est dommage, tu aurais dû mettre un peu de sel dans ce plat. » Et je lui ai appris à me dire « Si tu veux bien commencer par tout ce qui va bien, d'accord ? Et après, on regardera ce qui ne va pas. » C'est notre quotidien, c'est notre quotidien. Et donc, c'est ça. On va l'apprendre, on va l'apprendre. Très bien. Alors, peut-être une question facile. À partir de quel âge devons-nous mettre en pratique vos conseils ? Peut-être pas dès la première année de maternelle. À quel âge ça démarre ce travail ? Sur la question de l'organisation et du temps, quand est-ce qu'on fait les devoirs ? Très tôt. Parce qu'en fait, dès le CP, on a des choses à faire. À quel moment on les fait ? Quand est-ce qu'on prend la douche ou le bain ? Voilà, ce sont des rituels. Les rituels qu'on va mettre en place, plus tôt on va les mettre et mieux ce sera. Les conseils des 3 piqûres, c'est quelque chose qui peut se faire beaucoup plus, on va dire, vers, j'allais dire, le collège. Pardon. Je vais baisser mon son, pardon. Oui, les 3 piqûres, c'est un objectif extrêmement difficile. C'est le plus dur, puisque c'est réactivé au niveau de la mémorisation. Moi, j'allais dire quelque chose comme la 5e, 4e. Les priorités dans l'agenda, pareil, c'est quand le collège arrive et il y a énormément de matière. Très bien, merci. Alors, une autre question plus difficile peut-être. Comment donner du sens à l'école si on n'est pas en phase avec les devoirs et les attentes du professeur ? Alors, est-ce qu'il faut toujours être du côté du prof ? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec le prof ? Bien sûr. Comment faire Ouais, il va falloir vous dire, c'est comme quand on est dans une entreprise et on a un chef d'entreprise qu'on n'aime pas, d'accord ? Il va bien falloir faire avec. Hein. Donc, non pas relever tout ce qui ne va pas, mais plutôt se retenir de dire tout ce qui ne va pas et le partager avec d'autres personnes et essayer, entre guillemets, de rentrer dans le fonctionnement de la personne. Je veux dire par là que tout rendez-vous avec un enseignant est, peut-être dans l'idée d'apporter des choses positives. Après, les enseignants, ce sont des gens qui ne sont pas mis en valeur. Ce sont des gens qu'on va voir toujours lorsque ça ne va pas. Donc, le discours intéressant que l'on peut avoir, c'est s'adresser au professeur en lui demandant son soutien, en lui demandant des conseils. Et non pas en termes critiques, parce que là, vous partez dans une rébellion toute l'année. Je ne vous conseille pas de faire ça, votre enfant va subir les conséquences. Donc, l'objectif, c'est le dialogue avec l'enseignant pour essayer de mettre en place quelque chose de raisonnable. Les devoirs, c'est un lourd sujet, puisqu'il y a des écoles en primaire où on n'en donne pas et des écoles en primaire où on en donne énormément. C'est pareil pour les collèges. Donc, si votre enfant est asphyxié par les devoirs et vous ne le voyez pas heureux, revisitez votre position. Est-il dans la bonne école ? Est-il dans la bonne école ? Ce n'est pas parce qu'il sera dans une école où il y a moins de devoirs qu'il sera moins intelligent et qu'il trouvera moins sa place. Il faut, dans ces cas-là, aller voir aussi l'estime de soi. Ce n'est pas la peine de garder un enfant dans une école qui est écrasée de devoirs pour que cet enfant finisse par dire « mais je suis nul ». Donc, ça, c'est un rôle très difficile en tant que parent. Trouver une école adaptée à l'enfant. C'est vrai. Alors, une autre question facile. On essaye de répondre à tout le monde. Jusqu'à quel âge, nous, parents, nous devons encadrer les devoirs de nos enfants ? Donc, c'est la suite. À quel âge on commence, à quel âge on termine ? Je vais vous faire rire. Pendant une conférence, j'ai un papa qui a levé un doigt et qui a dit « Écoutez, moi, j'ai un problème. Ma fille est en 4e. Elle ne veut rien que je vois, rien que je gère. Elle ne veut pas que je m'occupe de ses devoirs.
Mais c'est hyper frustrant, je ne peux rien faire. J'entends bien, monsieur. Combien de moyenne a votre fille? 15,5. Je lui ai répondu qu'il était très chanceux et qu'il fallait qu'il continue comme ça et qu'il fallait le laisser gérer. D'accord? Donc, nos enfants ne sont pas pareils. Vous avez des enfants qui, on ne les a pas beaucoup aidés, ça roule tout seul. D'accord? Et d'autres, malheureusement, ils ont besoin d'être équipés. Et on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut parce qu'on est parents. On n'est pas éducateur, pédagogue et ainsi de suite. D'accord? Donc, à quel âge? Eh bien, ça dépend des difficultés de l'enfant. Ça dépend de l'univers dans lequel il va se trouver. Il y a des fois où on se trouve dans une classe où un jour, mon fils est rentré, il était 28e sur 30. Il était en première et il avait 14,5 de moyenne. D'accord? Écoutez, là, ils ont besoin d'être un peu encadrés tout de même et d'être soutenus parce qu'en fait, ils se sentent tout petits, les derniers. Et un enfant comme mon fils, en fait, il avait besoin d'être encouragé. Donc, jusque quand on doit accompagner? La question, elle est plutôt dans l'autonomie. Vous pouvez, dans un premier temps, un enfant qui est complètement dépendant de ses parents, le premier conseil que je peux donner, c'est dans quelle matière tu penses que tu peux gérer tout seul? Moi, en espagnol, ça va parce que j'ai des bonnes. D'accord. Donc, je te laisse gérer l'espagnol. Si tu as besoin de moi, tu peux venir, mais je te fais complètement confiance. Donc, commencez par une matière pour qu'il se rende compte que c'est possible pour lui. Parce que le problème d'assister nos enfants tout le temps, c'est qu'ils ne savent plus faire sans. Et on a un problème d'autonomie. Tout à fait. Un vaste sujet. C'est en effet aller progressivement et selon les matières, c'est déjà une bonne piste de travail, une bonne approche. Alors, on va faire une dernière question. Je suis désolée, il y a beaucoup de questions. C'est un sujet qui vous passionne et merci de votre intérêt pour cette conférence. Donc, la dernière question, c'est justement sur l'enfant qui ne voit pas l'intérêt de faire ses devoirs. Soit qui s'en sort bien en classe ou soit qui peut-être qui fait l'andouille en classe, mais voilà, qui s'ennuie en fin de compte et du coup, comment le motiver alors que pour lui, les devoirs, ça ne sert à rien en fait. J'allais dire, tout dépend son âge. On ne peut pas motiver de la même façon un enfant qui est en CM1 qu'un enfant qui est en seconde. On est bien d'accord. Pour motiver un enfant qui est en primaire, moi, je pense qu'il faut beaucoup y aller à la carotte, c'est-à-dire quelque chose qui va lui faire plaisir et qu'il peut faire après. L'école n'a pas beaucoup de sens, en fait. Encore à l'école primaire, ça va à peu près. Mais là où ça devient compliqué, c'est le collège. Parce qu'au collège, moi je leur dis tout le temps en rigolant à mes élèves, vous avez un entonnoir et on vous gave d'informations et débrouillez-vous avec tout ça. Le collège, c'est la partie de vie la plus compliquée. Ils sont fragiles, ils sont influençables, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir, ils ne savent pas pourquoi ils apprennent. Et en plus, on a envie d'avoir de la liberté, on n'en a pas forcément. Donc, courage les parents. La période du collège, c'est compliqué. J'ai perdu le début de la question. Le début de la question, c'était sur l'enfant qui, en fait, ne voit pas l'intérêt de faire ses devoirs. Non pas qu'il soit largué, au contraire, plutôt, il s'ennuie. D'accord. Alors, on aurait envie de dire… Le motiver, voilà. Mais si tu ne fais pas tes devoirs, tu n'auras jamais un bon métier. D'accord? Parce qu'ils me le disent aussi, ça. Je n'aurai pas un bon métier. Mais attendez, on est loin du bon métier. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Ils auront plusieurs métiers. Ça aussi, c'est un sacré sujet. Parce qu'en fait, tant qu'ils n'ont pas une envie d'être acteurs, ils ne se mettent pas en place. Mais la question, c'est choisis une ou deux choses que tu aimes bien faire. Fais-les à fond. Les matières que tu n'aimes pas, tu peux être un peu moins travaillé, on exige moins une bonne note, mais pas en dessous de la moyenne. Donc, c'est notre degré d'exigence. Et les encourager en disant que de toute façon, quand ils vont arriver au lycée, ils vont pouvoir choisir 3 matières dans le nouveau bac, où ils vont pouvoir vraiment, vraiment s'entraîner et être performants. Et que dans la vie, nous les parents, est-ce qu'on part tous les jours en disant « Super, on va bosser » Non. Donc, on n'a pas envie, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais on est content parce que quand on va travailler, on retrouve des collègues de travail, on retrouve des copains à l'école et que oui, c'est un peu la vie et que pour mériter ses vacances, pour mériter un bon film devant la télé, pour mériter un cinéma, il faut développer le goût de l'effort. Et que même si on a l'impression que ça ne sert à rien, ça c'est intéressant.
J'ai des élèves en seconde qui me disent « Non, mais attendez, toutes ces formules de physique, là, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on va en faire? Sauf que lorsqu'on observe des élèves après le bac qui font des études de prépa ou ainsi de suite, ils rédigent des formules, ils rédigent des tas de chiffres et ainsi de suite. On se dit « Mais c'est incroyable, comment ces gens-là, on va leur donner des responsabilités, comment ils vont pouvoir prendre une place dans la société ?» Mais parce qu'en faisant ces réflexions compliquées, on développe des connexions neuronales dans le cerveau et des habitudes mentales. Et donc, quand on apprend, on développe nos connexions et on va plus vite pour réfléchir. Donc, l'inverse, ça serait être un légume devant la télé en mangeant des chips. Donc, c'est ce qu'a dit un jour un pédagogue, c'est qu'en fait, ça ne se mesure pas l'intelligence, c'est juste que chaque fois qu'on va se mettre en piste pour essayer d'apprendre quelque chose, on fait progresser notre muscle cerveau et on a des chances plus tard d'avoir une liberté de faire ce qu'on veut faire. Très bien. Je trouve que c'est une très belle phrase de conclusion terminée par la liberté, justement, pour sortir de ce carcan des devoirs. Donc, merci beaucoup, Sophie, pour cette intervention. Merci à tous d'avoir été présents. On était 150 ce soir à écouter Sophie. Donc, beaucoup d'enfants qui vont bénéficier de ces pistes très concrètes d'apprentissage. Donc, je rappelle que si vous souhaitez recevoir les vidéos du GPS pour la famille, vous pouvez les demander par mail, tout simplement à gpspourlafamille@gmail.com. Et puis, on se retrouve encore pour une dernière séance. Ce sera avec Pierre-Louis Letailleur qui nous parlera de la place des écrans dans la famille. On en a un petit peu parlé. On a des questions aussi sur les portables, sur Pronote, sur les tablettes, sur les ordis. Donc, ça sera également le sujet de notre prochain GPS pour la famille. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Et très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci.